bienvenue sur votre antenne, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bonjour à vous. C'est 10-12 le Zénith qui commence à l'instant et c'est avec le même plaisir de chaque matin qu'on vous servira encore dans l'optique justement de mieux comprendre quelques réalités qui gravitent autour de notre pays aujourd'hui. On en profite d'ailleurs pour saluer les nombreux Camerounais qui sont très nombreux hors du Cameroun et qui prennent du plaisir à nous regarder chaque matin. Ceux-là qui pour beaucoup sont encore dans les hôpitaux, ceux-là qui pour beaucoup sont dans le lieu de service, ceux-là qui pour beaucoup tentent de retour à la maison de nous regarder bien sûr à travers YouTube. Bonjour à vous et bienvenue ce matin. On va le dire, nous sommes exactement le 1er décembre 2021 et hier 30 novembre, on le sait, l'histoire a parlé, mais le Cameroun a choisi de ne rendre aucun hommage à l'ancien président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, décédé d'ailleurs en 1989. En date, personne n'a parlé de lui, aucun hommage rendu à travers la nation. Comment peut-on comprendre que le Cameroun ait choisi de ne pas honorer la mémoire de ses ancêtres? Qui était concrètement Amadou Ahidjo? Peut-on en date récolter les éléments, je vais dire, les œuvres de l'homme, mais surtout, quel type d'hommage peut-on rendre aujourd'hui à Amadou Ahidjo? Comment comprendre en même temps que cette date du 30 novembre soit passée inaperçue pour beaucoup de Camerounais? Et qu'est-ce qu'on devrait restituer à la génération à venir? Madame, Monsieur, une question aussi évidente, il faut forcément en parler. On parle aussi de glissement des dates entre le 30 novembre et le 3 décembre. Narcisse Mouelekombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique, pourra-t-il véritablement dire la vérité aux Camerounais concernant la construction du chantier Paul Biya de Lembe aujourd'hui? Ce chantier va-t-il, au moment où nous parlons, abriter la cérémonie d'ouverture de la CAN qui devra se jouer à partir du 9 janvier 2022 au Cameroun? Madame, Messieurs, les regards des Camerounais sont rivés au moment où nous vous parlons vers Olembe. Paul Biya, président de la République, pourra-t-il, en ce qui le concerne précisément, avoir un sursaut d'orgueil pour que dans 48 heures, que l'on puisse avoir le stade qui porte son nom aujourd'hui? Et en le demeurant, qu'est-ce qui se passe exactement à Douala? Depuis, on va dire, 24 heures, Maurice Kamto est dans les murs de la ville, de la capitale économique, et la ville est quadrillée ce matin par des brigades, à la fois, on va dire, des chars, et même la police et la gendarmerie qui prend d'assaut au moment où nous parlons l'hôtel où réside le président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun et surtout la chaumière où ce soir il est supposé parler, on va dire présenter ses ouvrages aux Camerounais. Comment comprendre qu'au moment où nous parlons à Bali, Maurice Kamto risque de ne pas être la bienvenue de ce côté et tous ceux qui entrent et sortent sont absolument, on va dire, identifiés. Madame, Messieurs, pourquoi paniquer autant? On en parlera ce matin. En compagnie de Charles Amem Bachoum, Bonbon Bengan, Isabelle Carole, Dominique Audrey, installez-vous confortablement. Nous sommes partis jusqu'à 12h. Je commence par vous ce matin, Isabelle Carole Zopet. C'est normal. C'est une première. Bonjour à vous, madame, et bienvenue. Bonjour à vous, Michel Ngachouf. Bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Je suis tout émue que vous commenciez par moi. Naturellement. Oui, on est tous en train de... On a créé tous les regards sur les forces de maintien de l'ordre qui quadrillent toute la vie. On se pose bien la question de savoir pourquoi autant de déploiements. Pourtant, il y a des endroits au Cameroun où on a besoin de cette présence, c'est-à-dire que le savoir que oui, on est bien encadré, il y a des hommes en tenue qui sont là pour pouvoir faire régner l'ordre aussi, mais les voir en train d'arpenter toutes les rues de Douala parce que, dit-on, Maurice Kamto est là, il est à Douala. Hier encore, du côté de Grand Moulin, il faut dire que de ce côté, c'était vraiment pas évident avec l'annonce de son arrivée donc de ce côté. Aujourd'hui qu'il a annoncé du côté de la Chaumière, difficile de pouvoir aller d'un point A vers un point B et des points où il faut forcément s'identifier. Est-ce qu'on a aussi besoin de ça? Quelle est l'efficacité de cette action? Merci à vous. On va également dire bonjour à la dame qui nous accompagne chaque matin, comme c'est le cas, avec son sourire qui pour beaucoup est devenu légendaire. Bon, on en a rien à foutre. Dominique Audrey. Il y a quoi? Ouais. Faut vous taquiner comme ça. C'est sérieux, non? Non, mais je suis toujours sérieux, vous le savez. Ouais, ça se voit. Voilà, ça va bien. Vous avez bien dormi? Très bien dormi. Dans un lit? Ben naturellement. À la maison? Je dors au sol. Bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Michel Ngachou. Effectivement, depuis ce matin, on a du mal à circuler dans la ville.
Et c'est certainement dû à ce déploiement autour de Maurice Kamto. Mais à côté de ça, il faut dire que du côté de Bonabéry, les forces de l'ordre, la police notamment, essayent de faire un travail titanesque pour, dans la mesure du possible, essayer de gérer la circulation. À ces policiers-là en particulier, j'adresse mes salutations. D'accord, vous les avez identifiés, c'est normal. Bonjour à vous, cher Lamel Bachou. Bienvenue ce matin sur le Zénith. Bonjour Dominique Audrey. Bonjour, cher. Bonjour Isabelle Cara. Bonjour, cher Lamel. Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille à 10h venir à 6h au travail? Monsieur Ngachou était ici à 6h à cause du plan B. Il n'a pas dormi toute la nuit. Et il nous a d'ailleurs fait des menaces, moi Ce particulièrement. sourire a caché un soleil, vous allez le voir là. C'est justifié toute la nuit. On peut dire bonjour à Boule d'énergie Ce aussi. matin, il m'a dit, je comprends ce que c'est qu'être bantou. Alors là, on ne devrait pas s'arrêter sur ce propos en réalité. Ça n'a rien à voir avec l'émission, cher ami. Vous rentrez dans l'émission du Déjà, il a toujours janvier. introduit Votre l'émission. sujet d'entrée, on en a besoin. C'est son sujet C'est son d'entrée. sujet C'est son sujet d'entrée. d'entrée. Oui, c'est En son quoi est-ce sujet que c'est d'entrée. important pour les Camerounais? Mais c'est important de savoir qu'il faut être bantou pour aimer En quoi est-ce certaines que c'est choses. important pour S'il le n'avait peuple du pas dit qu'il Moyen? a dormi chez Eli, et très bien dormi, je n'aurais pas parlé. Voilà. On va dire bonjour aux élèves, aux étudiants de l'école des infirmiers de Marois qui disent merci à Equinox parce que grâce à la collecte qui a été faite sur ce plateau et au débat, on a réduit, on a baissé les prix, on a supprimé ce qu'ils appelaient des taxes. Des taxes. Imposé aux étudiants. Des 30 000 de tenues, des 5 000 francs de ceci et cela. Vraiment, c'est la joie à Marois au nom d'Equinox. Et on va dire merci, nous ne faisons que notre devoir. Ils nous ont dit, tenu à notre merci. Ça a littéralement baissé. On a changé, des coups de fil sont partis de Yaoundé, des appels. C'est devenu normal. Tous ces ajouts qu'il y avait pour arnaquer, déranger les étudiants ont été littéralement supprimés, M. Ngachou. Donc on peut dire aux étudiants que nous ne faisons que notre devoir. Je voudrais également, Chalamé, ce matin, le dire, nous sommes pratiquement en fin d'année. C'est peut-être l'occasion de vous féliciter aussi pendant toute cette année qu'on a passée ensemble avec les nombreuses collègues que vous avez préparées pour le public chaque matin. Je dirais encore, avoir 5 collègues par semaine. Si on fait le ratio sur l'année, monsieur, vous méritez, en mon humble avis, une belle couronne. Merci pour ce travail qui n'est pas facile, qui est d'ailleurs titanesque. Allez, Bonbon Bengan Kanji, c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés ce matin. On profite bien sûr de votre présence sur le plateau. Vous êtes d'ailleurs celui-là qui regarde le passé, qui scrute l'avenir en même temps, mais reste dans le présent avec nous pour mieux se comprendre. Bienvenue à vous, Père Bombok. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Effectivement, moi, c'est le dispositif sécuritaire qui encadre la ville de Douala qui m'intéresse. Justement, si le professeur Kamto était un simple leader de l'opposition, ça se comprendrait qu'on lui donne quelques mesures de sécurité pour encadrer ses déplacements, ainsi de suite. Mais ce fort déploiement partout dans la ville m'a fait rappeler une chose. Il avait bien gagné les élections à Douala. Et ici, il y a une forte mobilisation autour de lui. Ça m'a rappelé John Frundi quand il était venu en 96 ramasser les ordures. Tout Douala bougeait. Donc en fait, je pense que Douala n'a pas encore perdu le titre de ville frondeuse, comme on l'avait eu même du temps d'Ernest Ouandjé. Qui prend Douala peut prendre le Cameroun. Je pense que c'est ça que le pouvoir a fait. Alors là, peut-être l'expression est très forte quand même ce matin. Qui prend Douala peut prendre le Cameroun. Bon, Bengan Kanji, attention, on va dire que voilà, vous êtes dans une incitation à la révolte. Non, il vit à Yaoundé. Il ne voyait pas ce fort déploiement. Ouais. Je l'ai dit de manière aussi visible. Oui. Voilà, mais il a fait une dédicace à la librairie des peuples noirs. Absolument. Vous n'avez pas vu autant, mais ici, c'est-à-dire que c'est une ville frondeuse, on le sait. Qui prend Douala prend le Cameroun. Donc, merci beaucoup, Bon Bengan Kanji. Merci à vous, mesdames et messieurs. Vos commentaires, vos avis, on les prendra au courant de l'émission avec beaucoup de plaisir. Et c'est toujours un plaisir d'ailleurs de vous lire.
L'histoire de ce matin, Dominique Audroyengelek, Oui. qu'est-ce que vous avez pour nous? L'histoire de ce matin est consacrée aux élèves. C'est un mercredi et c'est un papa qui nous écrit après avoir salué les formalités. Je suis un parent d'élève ayant une fille de 14 ans scolarisée dans un établissement de Bafoussam depuis la classe de 6e. Tout est parti d'une conversation de routine avec mes enfants lorsque ma fille de 14 ans en classe de 3e me fait savoir que le bureau de l'un de leurs surveillants a été vandalisé et brûlé ces jours par les élèves et sa classe est la 3e la plus dangereuse du lycée au point où il y a un élève, il a donné le nom de l'élève qui doit dépenser chaque fois 64 000 francs CFA. À chaque pause, il amène toute la classe à la cantine, offrant à chacun un pain avec le chargement de son choix. Au début, elle m'a dit qu'elle était surprise qu'à chaque pause, toute la classe le suivait jusqu'à ce que l'élève en question vienne personnellement lui poser la question de savoir pourquoi tu ne profites pas de mon salaka comme les autres. Et il a posé la question à sa fille de savoir est-ce que tu as mangé. Elle lui a dit oui. Elle dit, papa, ce camarade organise des anniversaires de ouf. Il invite toute la classe dans un hôtel réputé de la ville de Bafoussam. Mais il achète également des gâteaux que je ne vois qu'à la télé. Pour ces 1 an de plus, c'est le genre de gâteau que les Blancs nous présentent généralement. Donc c'était gigantesque. Il offre et il ne consomme jamais. Il offre à ses amis et lui, il n'en consomme jamais. Avec des nouveautés chaque fois au pied. Il change comme bon lui semble. Je lui ai dit que j'allais venir au lycée et elle m'a dit, papa, si tu viens, moi j'ai peur de mourir car le gars a tellement d'argent. Il est tellement célèbre au point où qu'il est le seul élève de leur secteur qui peut se balader avec un téléphone car leur surveillant, il a un surnom, on l'appelle Tamanoir là-bas. Ce surveillant le protège parce qu'il lui donne de l'argent. Donc le surveillant Tamanoir protège l'élève en question. Oui, parce que celui-ci se balade avec un téléphone. Depuis, il a dit à sa fille que tu sais pertinemment que cet argent n'est pas un argent normal et que ça vient certainement d'un porte-monnaie magique. Pourquoi est-ce que tu as accepté de manger? Et il dit maintenant que sa fille dit qu'elle ne se sent plus en sécurité. Lui également, il ne se sent plus en sécurité. À la question de savoir si ses camarades a toujours été ainsi, elle dit que non. Avant, ils fréquentaient ensemble, ils n'avaient pas d'argent et tout. Et celui-ci lui dit que non, il est devenu riche parce qu'il a un oncle qui est médecin à l'étranger. Son père est fonctionnaire. Aidez-moi, je veux sauver ses enfants. S'il vous plaît, Mbambok, ma fille ayant déjà consommé son pain qu'il partage 2 fois, est-ce qu'elle court des risques? Et voilà ce papa qui est un peu inquiet. Comment sauver les enfants? Que dire aux enfants quand ils vont à l'école? Voilà. Comment sauver ces enfants, mais surtout, comment protéger nos enfants aujourd'hui? Au-delà de la protection de nos enfants, comment avoir un regard sur nos enfants, même étant loin de ces derniers? Comment gérer nos enfants dans les établissements et choisir même en réalité ceux avec qui ces élèves doivent cheminer? Mesdames, Messieurs, la question est profonde ce matin. Nous interpellons vraiment les parents qui nous regardent à augmenter le volume de la télévision. Et s'il y a des enfants autour de vous, rassemblez vos enfants autour de la télévision. S'il y a des voisins qui sont encore au quartier, demandez-leur justement de mettre Equinox parce qu'on parlera encore des affaires d'enfants ce matin. C'est des générations qu'il faut protéger pour l'avenir. Comment comprenez-vous l'histoire ce matin? Je commence par vous, Charlamagne Bachou. Je voudrais bien que vous nous laissiez justement vos commentaires. Comment comprendre que les enfants, un enfant aussi riche, entre guillemets soit-il, on ne s'interroge pas au niveau de l'établissement d'où provient autant d'argent cet enfant qui choisit d'offrir le petit déjeuner à ses camarades à chaque pause et est contraint de dépenser combien? 64 000, Dominique Audrey, chaque jour. 64 000 et il ne mange rien. Il ne mange rien et protégé de surcroît par un surveillant dans son établissement. Commentaire. Faites un tour à Dakar, pas Dakar du Sénégal, Dakar de Douala, dans la zone de Brazzaville, M. Michel Ngachou. Vous allez voir des enfants qui le soir entrent dans les snack bars, des enfants de moins de 30 ans. Je dis bien moins de 30 ans, dont l'âge varie entre 20, 25, 26, 27. Rentrer, commander des vins de 100 000, des champagnes de 100, 150, 200 000. On ramène parfois 5, 6 dans les cuvettes. Il consomme une bouteille, il prend le reste, il lave les mains avec, il lave le visage, sort.
Allez voir là où ces garçons dorment. Vous allez vous rendre compte que ces enfants dorment dans un taudis. Les parents sont extrêmement pauvres. Ils ne peuvent faire qu'une seule chose avec, acheter des chaussures, acheter des habits. Il ne peut pas donner l'argent de manière physique à quelqu'un. Même s'il faut donner, il va emprunter, il donne 1000 francs pour pouvoir payer. Il ne peut pas le faire de cet argent. Cet argent, c'est acheter à boire, c'est louer les voitures, le bling-bling, acheter des grosses montres. On ne va porter qu'une seule fois. C'est aller se coiffer chez les grands, c'est avoir une troupe d'enfants derrière soi. Ce n'est pas loin de ce qu'on appelle les porte-monnaies magiques, M. Michel Ngatsou. Quel est cet oncle qui est aux États-Unis et qui va envoyer tous les jours 64 000 francs à dépenser à son neveu? Quel est ce père fonctionnaire, même s'il vole des milliards, qui va de manière ostentatoire présenter, permettre à son enfant d'afficher 64 000 francs et le montant est donné qu'il faut absolument dépenser chaque jour? Ça, c'est des affaires qui sont liées aux sociétés ésotériques, aux sociétés secrètes. M. Michel Ngatsou, Dieu seul sait qu'aujourd'hui cela se recrute. Il faut dire que c'est 3 objectifs essentiels, 3 choses que cela recherche. Première chose, paraître. Celui qui paraît attire. Celui qui attire finit par recruter et initier. Il faut recruter un maximum d'enfants, il faut faire initier un maximum de personnes. Et pour le faire, lorsque vous arrivez, on commence. Oui, Isabelle Carole, toi tu veux devenir riche, pourquoi? C'est notre monde. Moi j'ai un oncle, j'ai ceci. Ah non, gars, si je t'amène même, si toi et moi on voit comment on va réfléchir, c'est un peu compliqué, c'est difficile, gars. Amuse-toi, bois, mange. On achète le soya de 50 000, on achète le soya de 100 000. Manger, on boit le vin toute la nuit, on ne cherche pas à savoir ce que tel ou Y fait. Ça se passe dans les écoles avec la bénédiction de certains encadreurs, censeurs, surveillants généraux et surveillants de secteur qui parfois sont moulés et eux-mêmes initiés dans ce cercle qui permet la prolifération. Plus il y a des adeptes, plus la société secrète se porte bien, elle prend en galon. Parfois c'est le gardien du lycée qui est inscrit dans cette logique. Parfois c'est le proviseur même du lycée qui est un membre et qui dit ok, je répertorie, d'abord je posais l'inventaire des enfants qui sont avec nous dans ce lycée, il faudrait que vous posiez un ensemble d'actions. Donc je crois que c'est quand même fort ce que vous dites, cher Lamine Bachou. Non, je le dis, monsieur Michel. Alors c'est quand même fort, c'est dire que si déjà le responsable, le principal responsable d'un établissement est impliqué dans un cercle exotérique, on a des enfants qui à coup sûr seront mal barrés dans les lycées et collèges du Cameroun. Monsieur Michel Ngatsou, je vous le dis, oui, vous avez vu avec le phénomène de trans, on a essayé de nous expliquer en disant que c'était un phénomène X, Y, les gens n'ont jamais compris comment ça s'est passé pour qu'à la suite, il y a eu une assemblée des initiés, on a détecté qu'effectivement les encadreurs étaient là et on attaquait la femme que parce qu'elle donne la vie. C'est cette substantifique qu'il fallait extraire de ces jeunes filles. Vous avez des rituels qui sont faits dans les établissements scolaires, dans les salles de classe. Cet enfant qui vient à cette école et qui donne à manger, allez fouiller, il ne copie jamais les cours. Il n'a pas le temps de copier les cours. Il ne peut même pas noter parce que l'argent qu'il a de dimanche, il doit se rassurer. Et la poche dans laquelle il a mis M. Michel Ngatsou, il doit se rassurer que tout cet argent est fini. L'argent ne doit pas tomber, ça ne doit pas se perdre. Il doit absolument tout dépenser. Premier point. Deuxième point, il ne peut pas donner l'argent. Et même s'il fallait qu'il donne cet argent, il va la donner de la main gauche. C'est pour ça qu'il est strictement interdit de donner de l'argent de la main gauche. Même votre père à la maison ne doit pas vous donner de l'argent avec la main gauche, M. Michel Ngatsou. Il doit vous la donner avec la main droite. Même les gauchers, ceux qu'on dit être gauchers qui utilisent, lorsqu'ils se servent de l'argent, c'est avec la main droite. Là, c'est protéger les enfants, cher Lamine. Oui, qu'est-ce qu'on dit pour ces enfants? M. Michel Ngatsou, ils vont plus loin. Il y a d'autres qui vont, on achète des bracelets, on achète des chaînes, on achète des gommettes, on achète des parfums, ils viennent avec ça en disant c'est mon anniversaire. Au lieu que vous m'offrez, papa m'a ramené, je vais vous offrir. Ces parfums contiennent des substances maléfiques, des substances soporifiques très dangereuses pour la santé psychologique, philosophique, le mental de ces enfants. À peine vont-ils mettre ces parfums que ce sera soit la violence, soit la déviance, soit la débauche qu'ils vont se retrouver à faire. Ce sera des chaînes que vous serez liés automatiquement à certains démons, vous serez liés à certains sorciers, vous serez liés au gourou de ces cercles. Donc,
c'est des personnes qu'il faut marginaliser, c'est des personnes qu'il faut mettre en 80aine, pas en 60aine, même en 40aine, en 80aine, c'est-à-dire multiplier par 2, éloignez-vous de ces personnes parce qu'ils sont extrêmement nocifs. Rien de bon ne peut venir d'eux parce qu'en une journée, il y a un ensemble de choses qu'ils doivent avoir fait. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, c'est la mort qui va souffrir. Et généralement, ils savent que la première phase avant la mort, c'est la folie. Après la folie, ils ont sensiblement 5 à 6 mois de folie. Après les 5 à 6 mois de folie, ils sombrent dans des différentes maladies compliquées. Et après, c'est la mort totale. Donc, à éviter. À quoi sert-il exactement à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi sert-il justement à toute personne de gagner les richesses de ce monde, éphémère d'ailleurs, et de perdre son âme en réalité? On ne fera peut-être pas une évangélisation ce matin sur ce plateau, Isabelle Carrozopette, mais comprenez-vous quand même qu'ici, il y a une urgence pour les parents qui nous regardent à tout faire pour discuter suffisamment avec les enfants à la maison, à tout faire pour veiller sur les enfants au niveau des établissements, parce qu'on se rend compte qu'ici, qu'on ne pourra même plus faire confiance soit aux suivants des secteurs ou même aux suivants généraux, qui pour beaucoup peuvent être plus ou moins rattachés à ce cercle ésotérique aujourd'hui. Que dire aux parents? Je dis aux parents de faire très attention, d'être proches de leurs enfants. C'est extrêmement important parce qu'il y a des parents qui vous diront non, l'emploi de temps ne permet pas, je vais au boulot, il y a le maire qui s'occupe d'eux, ou alors il y a des ménagères qui sont là pour ça, qui ne voient pas leurs enfants, qui ne parlent pas avec eux, qui ne discutent pas, qui ne rentrent pas dans leur chambre. Vous savez, quand vous rentrez simplement dans la chambre de l'enfant, vous comprenez son univers. Vous voyez ce qui est collé au mur, vous voyez ce qu'il a comme gadget, vous voyez ce qu'il utilise, vous voyez ce qu'il fait pendant ses temps libres. C'est extrêmement important pour les parents de le faire. Malheureusement, ils sont très peu qui rentrent même encore dans la chambre de l'enfant. Ils sont très peu, lorsque l'enfant va à l'école, de lui dire je sais pas, Pierre, viens avec ton sac ici que je fouille. C'est important de fouiller le sac de l'enfant le matin. Ça peut ne pas être tous les matins, mais il y a des jours où vous vous levez, vous dites viens avec ton sac ici que je fouille. Ou alors quand il rentre le soir, vous vérifiez le cahier, vous vous assurez de ce qu'il a fait cours à l'école, parce que le type d'élève qu'on monte ce matin, vous comprenez qu'il même en classe, il est absenté, c'est-à-dire qu'il n'est pas cet élève qui soit assidu. Et c'est des petites astuces qui permettent aux parents de savoir si l'enfant effectivement se retrouve à l'école ou pas. Si dans son cahier, il n'y a pas la date du jour, il n'y a pas le cours qu'il a fait à l'école, bon, on comprend qu'il y a problème. Un enfant ne peut pas sortir à la maison à 6h30, rentrer à 17h et n'avoir pas fait cours, c'est impossible. Et là, le parent pourra prendre suffisamment compte. Assez jeune, aujourd'hui, on dira que oui, le vent qui souffle à l'extérieur, malheureusement, semble être plus fort que ce qui souffle à l'intérieur. Ça veut dire que les parents ont beau marteler, il faut faire ci, il faut faire ça, mais une fois qu'on traverse le périmètre des parents et qu'on se retrouve de l'autre côté, on est influencé. Mais quel est le lien à établir entre la famille, je veux dire les parents, les chefs d'établissement et les enfants qui y vont en tant qu'élèves? Non, je crois que les chefs d'établissement devraient pouvoir servir de relais. C'est-à-dire que c'est eux qui devraient dire aux parents écoute, ton enfant se comporte pas de manière très catholique, là, des comportements assez déviants ces derniers temps. C'est-à-dire qu'il attire l'attention du parent lorsqu'il se rend compte que l'enfant n'a pas de bonnes attitudes ou encore de bonnes notes à l'école. Les parents font-ils encore confiance au chef d'établissement aujourd'hui? Les parents et même les encadreurs? Les parents devraient faire confiance. Et pour qu'il y ait cette confiance, il faut bien que l'encadreur, l'enseignant, le surveillant qui sont en face vraiment montre que c'est ce qu'il est, qu'il relate les faits, qu'il présente la situation, qu'il n'y a pas d'état d'âme là-dedans. Parce que malheureusement aujourd'hui, si l'enfant arrive à l'école avec autant d'argent et qu'il donne 20 000 au surveillant qui n'a que 50 000 le mois ou 60 000, vous voyez qu'à un moment donné, il commence à devenir fragile. Ce n'est pas pour justifier peut-être l'acte posé, mais c'est pour dire à un moment donné qu'il peut succomber à la tentation et là il ne fera plus le bon rapport aux parents. Et je crois précisément pour ce cas que votre enfant n'est pas dans de bonnes conditions, enlevez-le dans cet établissement scolaire. Allez là-bas vous plaindre ou alors vous changez d'établissement pour l'enfant. Au moins pour vous nous rappelez le nom du surveillant, Dominique Audrey? Tamanoir. Tamanoir. C'est le petit nom qu'on lui a donné, Tamanoir. Je voudrais également rappeler ce matin, madame, messieurs, qu'il y a un fait divers, mais alors incroyable, qui a fait parler le Cameroun en fin de semaine dernière. C'était bien sûr à Kribi, cette petite fille qui est morte après avoir pris un bracelet offert par sa camarade. Au fur et à mesure, la petite fille ne parvenait plus à retrouver une santé réelle. Et on se rendra compte plus tard que le bracelet qui lui avait été offert par une de ses camarades était une sorte d'adhésion à ce qu'on appellerait chez nous les sirènes de mer. Qu'est-ce qui s'est réellement passé
Mais surtout, comment les parents peuvent-ils veiller sur leurs enfants? Dominique Audrey, est-ce que la prière ici a une place fondamentale? Est-ce que ça peut aider les enfants? Ou est-ce qu'on devrait prier dans l'établissement chaque matin, comme on a vu des établissements confessionnels au Cameroun, où vous arrivez d'abord le matin, tout le monde prie? La prière peut-il avoir quelque chose à voir ici? Dans un établissement scolaire, on ne peut pas imposer cela. S'il est question de prière, On commence à la maison. les parents devraient prier avec leurs enfants à la maison. Oui. Et maintenant, la prière à elle seule ne suffit pas. Je suis de ceux qui pensent que il faut libérer la parole. Les parents doivent sortir de leur peur et être au contact direct. D'abord, il faut dire que ce papa, il est un peu dans la logique dans laquelle je pense évoluer, ou bien dans laquelle j'ai évolué, où on échange constamment et permanemment avec les enfants. S'il avait été un papa froid, distant, austère, sa fille n'aurait pas eu le courage de lui dire « En fait, papa, depuis un certain temps, il y a un camarade qui nous fait ci, qui nous fait ça. » Donc, il faudrait que les parents donnent la possibilité à leurs enfants de leur dire des choses. On a malheureusement des parents qui, la première fois que votre enfant vous dit « Papa, j'ai fait ça, papa, j'ai fait ci », le parent est tellement nerveux, tellement en colère, prend tellement mal la chose que l'enfant n'aura plus jamais le courage de vous dire un certain nombre de choses. Donc ici, on a un papa qui, avec ses enfants, même s'ils font des bêtises à l'extérieur, ils auront toujours le courage et la force de revenir dire à leur papa « Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Ouais. » Donc beaucoup de parents devraient, pour ceux qui sont encore en bas âge, commencer à cultiver cela. Donc, quand on a fini de dire ça, il faut dire que la prière à elle seule ne suffit pas. Il faut mettre un certain nombre de choses et la prière viendra simplement compléter le tout. Le tout. Certaines choses, c'est quoi? Justement, en termes de droit de regard, certaines choses, c'est quoi dedans? On commence par quoi? Dire à l'enfant à bas âge, ne prends rien de ce qui vient de l'extérieur. Oui, Premièrement. oui. Rends-moi compte de tout ce que tu as fait au courant de la journée. Tout ce qu'on te donne, si tu prends, tu ramènes, tu me donnes. Oui. Que ce soit la nourriture, que ce soit de l'argent, tu n'utilises pas, tu ne dépenses pas. Parce que malheureusement, même dans nos maisons, on voit généralement un tonton qui arrive, il est à la maison, il prend l'argent, il donne à l'enfant, aller acheter les bonbons et tout. L'enfant prend simplement l'argent et s'en va. C'est une mauvaise habitude. Les parents devraient apprendre à leurs enfants, si quelqu'un te donne quelque chose, tu me donnes d'abord à moi, ou bien de dire aux invités, ne donnez plus l'argent à mon enfant directement. Si vous avez quelque chose à donner, vous le donnez par moi. Ce qui fait qu'un inconnu en route, un ami ne pourra pas interpeller votre enfant même sur le chemin de l'école et lui donner quoi que ce soit. Votre enfant dira « Ma mère, mon père m'a dit de ne jamais accepter les choses des gens en route. » Donc ça commence à se cultiver dès le bas âge. Il faut dire que la précarité dans laquelle aujourd'hui fait qu'on a une jeunesse qui est malheureusement envieuse de certaines réussites que la société nous présente. Conséquence, on voit que, bon, on peut se lever le matin et prétendre avoir gagné 13 milliards et je sais pas trop n'importe quoi. On va se dire, non, c'est facile, il faudrait que je m'essaye un peu à cela. Et bim, la première occasion, ce sera, c'est les porte-monnaies magiques. On a la promotion de cela. On sait qu'en Chine, par exemple, avec leur régime, l'accès à certains sites est tellement restreint qu'on se serait attendu à ce que notre gouvernement aussi soit très présent en matière de protection de notre cyberespace. Absolument. Comment est-ce qu'on protège les jeunes? Comment on protège les Camerounais? Parce qu'il n'y a pas seulement les porte-monnaies magiques, il y a ces marabouts qui sont hyper présents, hyper exposés, personne ne dit rien. Même sur la page Equinox bloquer. Télévision, malgré le blocage qu'on fait, ils reviennent quand même. Ils reviennent constamment. Mais il faut dire aux gens, ne les suivez pas, c'est important. Ils Oui, sont hyper donc, dangereux. on pourrait bloquer cela. Au niveau, sur le plan étatique, il y a quelque chose qui peut être fait au niveau des télécoms, des postes de télécoms. On pourrait gérer ce genre de situation. On pourrait bloquer ces gens qui viennent d'autres pays, faire cette promotion-là. Voilà. Donc les parents doivent être... Je souhaite ici justement, Dominique Audrey, que l'on essaie de comprendre l'action, je vais dire, comme Bonbon Bengan en tant que patriarche, mais surtout, on va dire, prêtre africain. Il veut savoir. Oui, est-ce que sa fille est déjà perdue puisqu'elle attendons de voir, prenons la vie de Bonbon Bengan. Premièrement, Bonbon Bengan, on sait qu'on a l'Ouest et Cameroun, ça Bafoussam justement que l'affaire se déroule. Comment peut-on protéger les enfants? Puisqu'on en parle aujourd'hui, est-ce qu'au moins un chef traditionnel, qu'il soit le premier, ou deuxième ou troisième degré, peut déjà se lever au moins se dire
Je veux savoir de quel établissement est-ce qu'il s'agit et protéger les enfants qui y sont. Quelle est l'action, je vais dire, protectrice à faire ici autour de ces enfants que vous conseillez ce matin? D'abord, je pense que hier même encore, je vous rappelais que la tradition africaine, le sacré et le profane s'entremêlent. Oui. Et ça s'entremêle dans la science. Donc pour aller vite, le père devrait se retourner, aller voir le chef d'établissement, mais surtout s'approcher de sa chefferie. Il y a là-bas le groupe qu'on appelle les Menkam. Donc ils vont voir la fille, mais la fille n'est pas perdue, n'est pas encore perdue. La première chose. La deuxième chose, justement, il faut éduquer ces enfants avant d'aller prendre l'instruction. Et comme l'éducation et l'instruction, ça s'entremêle, il faudrait revenir, et je ne le cesserai jamais de le répéter, à protéger les enfants. On protège l'enfant quand il commence à grandir, quand il naît, commence à grandir. On doit savoir quel enfant est né. Maintenant, les sociétés qu'on appelle, il y a eu dans cette Afrique le phénomène de Madame Mila, que vous n'avez pas connu. Et ça se paraissait dans les journaux. Je pense BP que. 75. Voilà. Madame Mila, dans les talismans, un certain nombre de choses comme. On faisait la promotion justement de la magie. De la magie. De la magie, Oui. où on pensait qu'on voulait te donner, je vais dire quoi, de l'intelligence suprême, on pouvait. Et beaucoup de familles ont perdu les enfants comme ça. Et puis des enfants, et des talismans qu'on commande là, ainsi de suite. Ça a commencé comment? Ça, c'est ce qu'on appelle, c'était le phénomène des orgies. C'est comme ça que ça a commencé. Les orgies ne sont pas seulement sexuelles, hein. C'est devenu sexuel au XVIIe siècle. C'est des réunions où on se livre à toutes sortes d'excès. C'est ça les orgies. Donc, et pourquoi on a choisi la journée de samedi? Parce que quand j'entends les gens dire « Ah oui, le week-end, hein, on va. » Justement, la journée des Saturnales, ce qu'on appelle les Saturnales, on se livre à des excès, à la perversion, aux déviances. C'est ça les Saturnales. Et effectivement, c'est là où on procède au recrutement pour posséder les esprits et les âmes des gens. Donc quelqu'un il est là, on détecte que telle fille, elle peut être bon scientifique demain, elle est intelligente, on possède ton esprit, on commence à te sortir la nuit, comme on dit. Et c'est comme ça que les recrutements se passent, ainsi de suite. D'autres, on vous donne d'ouvrir des bracelets, des colliers et tout, pour vous posséder. Ça peut être un serpent, ça peut être n'importe quel totem qu'on vous met sans maîtrise, un certain nombre de choses. C'est ça qui existe là. C'est cette raison que il faut revenir à nos traditions. Il y a des confréries dans nos traditions. À l'ouest, il y en a. Et bon, il y en a. Je parle de la confrérie, des gens qui forment le chef au Kungang. Il y en a. Et ils s'approchent là à Bafoussam, je pense qu'il y en a deux plus grands. Il y a la chefferie Baleng et la chefferie Bafoussam même. Donc là, il faut se référer à eux. Rapidement, au moment où on parle. En fait, rapidement. Et là également, mais de l'autre côté, dans notre établissement, on aurait peut-être bien voulu sauver ces élèves là au Mont Bonbengan. C'est important. Mais absolument. C'est pour ça que j'ai dit de manière subtile, de manière discrète, le papa va s'adresser, si c'est un lycée, il s'adresse au proviseur directement. Si c'est un établissement privé, on s'adresse au principal de cet établissement pour lui expliquer un certain nombre de ce qui se passe dans son établissement. Et le chef d'établissement a l'obligation de saisir les autorités. D'abord de voir quel est l'état d'esprit de ces surveillants qui, au lieu d'encadrer la discipline, laissent faire ces espèces de déviances au sein d'un établissement où les enfants devraient plutôt avoir une tête pleine et bien faite, que d'amener à des déviances. Parce que c'est protégeons-nous. Hier, vous avez dit c'était à Kribi. Oui. Voilà, et il y en aura à plusieurs occasions comme ça. Ça s'amplifie parce que nous avons nos frères et sœurs en Afrique qui sont portés par la cupidité et ils ont des parents européens qui les intègrent, qui les font, j'allais dire, intégrer la société par le système de recrutement qui passe par faut manger, il faut des cadeaux, ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup Mohamed Gadjou. Je vais vous donner la parole à la même sur la question, mais on va revenir de toutes les façons dans une autre séquence de cette émission. Madame, monsieur, restez sur notre antenne, vos avis et commentaires, mais surtout, que faire pour sauver ces élèves, ces établissements et sauver nos enfants au Cameroun?
Je m'interroge ce jour sur la question de la corruption née tout autour du programme de recrutement de 1000 enseignements ou de 1000 enseignants bilingues, lancé en 2017 par le président de la République dans ce pays. Ce recrutement d'enseignants bilingues avait été lancé en vue d'apporter une réponse aux revendications des syndicats des enseignants anglophones. Jugée maladroite par les experts, on a eu tôt de les rappeler en l'ordre en disant « c'est la magnanimité du chef de l'État, c'est une volonté du chef de l'État de répondre à ces revendications en procédant immédiatement au recrutement de 1000 enseignants bilingues. » Les filières techniques concernées étaient électronique, installation sanitaire et maintenance des équipements médicaux sanitaires, les filières scientifiques intégrant entre autres chimie, physique et informatique. Étaient concernés les Camerounais de deux sexes, notamment âgés de 17 à 40 ans et titulaires de diplômes ou titres dans ces filières. Comment comprendre que le recrutement de 1000 enseignants bilingues piétine alors que débuté en 2017? Qu'est-ce qui a bloqué et qu'est-ce qui bloque encore? Où en est-on avec le recrutement de 1000 enseignants bilingues? Des chiffres sont avancés. On a recruté jusqu'à ce jour 780. Il y a des dossiers qui sont en étude. Il y a ceux qu'on a même appelés, mais qui n'ont pas encore pu tenir. Il était prévu qu'en termes de recrutement, 80% viendraient du nord-ouest et du sud-ouest et le reste de 20 autres pourcents des autres régions. Le gouvernement avait parié dessus pour la décrispation de la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en 2017. Environ 4 ans plus tard, le recrutement total des 1000 enseignants bilingues n'est pas effectif. Comment comprendre qu'à ce jour, les dossiers de certains candidats sont toujours en attente de validation de leur diplôme? 4 ans après l'annonce pompeuse du gouvernement, le recrutement de 1000 enseignants bilingues annoncé pour éteindre le feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun piétine. Piétine, stagne, traîne, patauge, parce qu'ils sont toujours en attente de validation de leur diplôme par le ministère de l'Enseignement supérieur. Savez-vous que sur 40 000 demandes d'authentification de diplômes adressées à la Commission nationale des équivalences depuis le début de l'année 2021, seulement 8 000 équivalences de diplômes ont été accordées au cours des 3 dernières sessions. Cela démontre que de 40 000 à 8 000, on ne travaille pas. On n'a pas le temps nécessaire pour pouvoir plancher sur les véritables dossiers. On comprend pourquoi depuis 2017, il y a un souci. Autre fait, les recrutements, comment se sont-ils opérés? Est-ce qu'il suffisait d'avoir suivi ces études au nord-ouest pour être considéré comme étant ressortissant du nord-ouest et être recruté? En termes de critères, rien n'a été donné, rien n'a été précis, même si les candidats se plaignent qu'il fallait débourser par-ci X, par ça Y, il fallait ajouter un petit plus, généralement de manière gombotique, comme pour dire trivialement, pour voir le dossier passer. Était-ce vrai? Question. Comment comprendre le ping-pong qui se joue entre les différents ministères? Quelles sont les preuves qui attestent de ceci que la majorité soit issue des régions du nord-ouest et du sud-ouest, comme a essayé de le démontrer les différents ministres devant le Parlement? Parce que lorsqu'ils sont passés devant le Parlement, ils ont été interpellés par des honorables sur cette question. Ils ont rassuré que tous étaient issus de ces différentes régions. Et les députés de poser la question de savoir comment donc justifier ces cris de ces personnes qui estiment que même au niveau du patronyme, il y a des noms qu'on ne reconnaît pas. Question. Ils ont affirmé que 80% étaient originaires du nord-ouest et du sud-ouest et 20% pour les 8 autres régions. Comment comprendre ces autres raisons évoquées, notamment la question des dossiers incomplets, les soucis au niveau de l'équivalence des diplômes,
les défauts de pièces, notamment l'attestation de présence effective au poste non délivrée, pourtant ils sont en poste, copie certifiée conforme des diplômes, attestation de présentation de l'original du diplôme qui pose des problèmes, extrait de casier judiciaire, problème d'authenticité des diplômes, absence de présence effective au poste, absence de certification des diplômes par les institutions concernées, absence de copie originale des diplômes. Autant de goulots d'étranglement qui empêchent à ces candidats, qui empêchent à ces postulants de se retrouver parmi les 1000 enseignants. On est à 780, mais là sur le terrain, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Les proviseurs se plaignent, les responsables d'établissement se plaignent de ceci qu'on parle de 1000, on ne voit pas. On parle des listes, on ne sent pas sur le terrain. Où sont-ils passés? La question, je pense qu'il faudrait une autre session parlementaire pour la poser aux différents ministres, notamment le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Ça a été des listes, mais peut-être pas des listes qui concernaient les vrais soucis, qui étaient censés résoudre les problèmes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une colère exprimée encore ce matin, et nous vous remercions, cher Lamine Bachou, une colère d'ailleurs qui interpelle nombreux ceux-là qui sont des enseignants du lycée et collège public au Cameroun et qui se sont justement concernés. On le sait, d'ailleurs, ceci a été pensé en 2017 par le chef de l'État en vue de résorber, surtout me fait calmer la crise et qui sévit dans les crises dans les régions anglophones aujourd'hui. Bonbon Bengan Kandji, cher Lamine, justement, toucher la chose comme cela se doit. On parle de 780 enseignants qui seraient déjà recrutés, mais dit-on invisibles dans les lycées et collèges publics du Cameroun. Est-ce que Joseph Lé serait un menteur? D'abord, comment vous pouvez recruter des gens qui n'existent pas? Il n'existe pas d'enseignants bilingues dans des matières scientifiques. Ça n'existe pas au Cameroun. Bon, peut-être se sont formés, il y en a qui se sont formés au Canada. Parce qu'au Canada, que vous soyez dans la zone anglophone ou francophone, vous avez l'obligation de parler les deux langues. Parce que même l'enseignement qui entre en zone anglophone au Québec, 30 jours après, vous êtes obligé d'avoir la version anglaise. Oui. Même si votre, un livre que vous envoyez au Canada, si ça entre par le Québec, 30 jours après, vous devez le traduire en anglais et vice-versa. Il n'existe pas d'enseignants bilingues dans des matières scientifiques au Cameroun. Les Camerounais sont, instruits soit en français, soit en anglais pour des matières scientifiques. Les seules licences ou alors diplômes bilingues, c'est dans la littérature, dans les lettres et sciences humaines. Là, on peut parler des enseignants bilingues, mais en matière scientifique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'enseignants bilingues au Cameroun dans les matières scientifiques. On les forme où? Ça a échoué. Et justement, voilà l'une des choses qui nous ont amené, nous autres qui avions un certain âge à l'époque, de ne pas comprendre la révocation sine die du ministre Georges Walter Ngango, un jour, alors qu'il est en train de terminer un séminaire justement qui avait pour vocation de résoudre ce problème. Il se trouve qu'en 1961, après la réunification, on crée un lycée bilingue, le lycée de Man Owarbe à Victoria, qui est devenu Limbe. C'est ce lycée qu'on a transféré à Moliko, lycée bilingue de Moliko. Ce n'était pas là-bas, c'était à Victoria, Man Owarbe. Et c'est le premier ministre Paul Biya qui vient inaugurer en 1979 le lycée bilingue d'application de Yaoundé. Il y avait un collège à côté de l'ancienne présidence qu'on a transféré. Mais que ce soit à Victoria et au Beya aujourd'hui ou à Yaoundé, est-ce qu'on forme les gens bilingues? Même quand vous passez, il n'y a pas de BPC bilingue. Il n'y a pas. D'abord, vous êtes dans 2 lycées. Parce que quand les 2 enfants, vous arrivez en classe de 3e, on vous demande de choisir si vous voulez faire le BPC, donc vous intégrez le système francophone,
Vous qui intégrez le sous-système anglophone, vous ne faites pas le BPC, vous attendez la seconde pour le faire le ordinary level. Et plus tard faire l'advanced level comme baccalauréat. Vous allez faire donc le BPC, le probatoire, le baccalauréat. Vous êtes bilingue en terminale? Non, je n'en pense pas. Absolument. Donc, maintenant, quel lycée technique alors forme cela? Même l'annexe de l'école normale supérieure de Bambili ne forme pas d'enseignants bilingues. Alors, si le gouvernement camerounais a détecté que c'était un problème majeur au Cameroun parce qu'on n'avait pas d'enseignants bilingues dans les établissements et il voudrait quand même recruter 1000 enseignants issus des 2 régions anglophones, sommes-nous aujourd'hui capables de dire que ces Camerounais soient visibles sur le terrain? Là, c'est la question fondamentale, on ne les voit pas. Voilà ce qui se passe. Il se trouve que vous êtes enseignant de mathématiques francophone, on vous affecte au lycée bilingue de Beya de Moliko. Au bout de 4-5 ans, vous commencez à baragouiner l'anglais là. Et on vous reverse, on vous demande d'enseigner déjà le Form 6, Form 2. Vous ne pouvez pas. Et c'est d'ailleurs, ça fait partie des revendications que les anglophones ont dit, mais attendez, il est venu ici pour enseigner le sous-système, dans le sous-système francophone. Il manque de professeurs de maths ou ils l'appellent additional maths, où ils ont leurs choses là-bas. Donc, et de physique, chemistry. Ils ont leurs enseignants de chemistry et ils n'enseignent qu'exclusivement en anglais. Ce n'est pas parce que l'autre, il est venu, il a enseigné à Deido, je ne sais pas, il a enseigné dans un lycée dit bilingue en zone francophone qu'au bout d'un moment, puisqu'il peut parler français, il va vous donner les cours de chimie ou de physique. Non. Donc c'est pour ça que je dis que ça n'existe pas. Il peut y avoir des gens comme vous, par exemple. Vous pouvez vous exprimer en français et en anglais, mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas formé pour être enseignant bilingue. Donc on est en train de recruter les gens qui n'existent pas. Parce qu'ils n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été formés. Eh bien, on va parler bien sûr de ce recrutement de 1000 enseignants Dominique Audrey Oyengelek, prescrit par le chef de l'État Paul Biya en 2017, visant d'ailleurs un double objectif, va-t-on bien évidemment le dire, résorber le déficit d'enseignants scientifiques bilingues sur toute l'étendue du territoire national. Peut-on vraiment le dire en date? Et apporter un élément de solution à la crise anglophone. À la crise anglophone. Peut-on justement le dire aujourd'hui que les Camerounais peuvent dire qu'ils ont des enseignants bilingues en date entre 2017 et 2021? Où est-ce qu'ils ont été formés? À cette question, comment confronter, je vais dire, la sortie de Joseph Lay, ministre de la fonction publique et la réforme administrative, qui parle de 780 déjà recrutés, qu'on sort. Mais où est-ce qu'ils ont été formés, bon Dieu? Ils parlent anglais. Mais parler anglais veut dire qu'on était formés comme enseignants? Ils parlent anglais et français. On ne veut pas savoir s'ils ont été formés, on ne veut pas savoir est-ce qu'ils parlent anglais et français. Oui, venez déposer vos dossiers. C'est la seule conclusion que moi j'ai réussi à tirer. Comme Bomboka a expliqué, il suffit que vous puissiez faire 2-3 phrases en anglais pour qu'on estime que vous pouvez enseigner. Sauf que si vous devez enseigner la chimie en anglais et que vous êtes d'expression francophone, vous ne pourrez pas vous en sortir parce que chaque matière... Oui, je dirais que si vous êtes d'expression française et que vous faites 2 phrases en anglais, on ne peut pas vous demander de faire un cours de chimie en anglais parce que la chimie, comme la physique ou bien les mathématiques, ont un langage approprié. Absolument. C'est pour ça qu'un avocat français d'expression française ne peut pas facilement faire une plaidoirie devant des jurés anglais. Il va s'exprimer, il va utiliser des terminologies comment? Il va dire the force of. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Donc malheureusement aujourd'hui, oui, on a estimé que les 1000 enseignants bilingues devraient être répartis dans 24 filières techniques et 10 filières scientifiques. Ça fait beaucoup. Et Mbamba vient de nous dire qu'il n'y a pas d'école qui forme ce genre d'enseignants. Donc, conclusion, on a pris Oyengelek, elle sait parler un peu anglais, voilà. Cet anglophone peut parler un peu français, oui, voilà, ça suffit, c'est bon. Venez donner les pièces
venez donner les attestations de, venez donner les copies de, venez donner, parce qu'il a expliqué qu'il y a 978 personnes qui ont déposé les dossiers, Oui. il n'y a que 780 qui ont pu être retenus, parce que les autres... Mais surtout derrière, à côté, Dominique Audrey, il faut le dire, il y a une corruption quand même à ciel ouvert que ces personnes qui veulent être recrutées dénoncent réellement au sein du Minfropa. Bien sûr, c'est monnaie courante, non? C'est le vert ou jaune, Michel Gachou. C'est normal qu'ils pleurent, mais pendant qu'ils sont en train de pleurer, il y a d'autres qui vont donner l'argent et qui vont passer. Puisqu'il y a la place, il y a le salaire qui accompagne. Et toi, tu veux y aller. Tu veux venir, donc on te laisse passer comme ça. Hein? Voilà. Et toi-même, tu sais que, Toi-même, tu sais que tu n'es pas bilingue. Michel Gachou, je ne trouve pas normal, c'est comme ça. On ne va pas faire comme si on a été parachuté ici au Cameroun, qu'on ne sait pas comment ça se passe. Donc, on va vous dire que pour entrer dans certaines grandes écoles ici, on investit d'abord un peu pour avoir un retour sur investissement plus tard. Je veux comprendre. Oui, d'accord. Le système Odula nous l'a imposé. La corruption et l'oppression. Et même le mensonge. Et même le mensonge. La génération que nous constituons aujourd'hui, la force du changement que nous voulons absolument pour nos mentalités, pour le Camerounais de demain. Comment justement amener les Camerounais à dénoncer cette corruption? Parce que, dites-le d'abord, on n'a pas formé ces enseignants. Si au moins on nous disait qu'on vous recrute d'abord et on vous forme par la suite, avant de vous répartir dans les lycées, on aurait compris. Tout à fait. Mais comment est-ce que vous expliquez que vous n'êtes pas formé, pour peu que vous parlez un peu anglais et français, on suppose tout de suite que vous êtes enseignant parce qu'il y a un dossier qui est posé On n'est et on vous demande de l'argent pour ça. n'est pas dans la logique de l'éducation, on est dans la logique de présenter au monde une potentielle solution à la résolution de la crise. De l'État. Non, lui-même, le chef de l'État, il sait bien qu'il a enlevé son ami On est en train de lui travailler pour que la crise anglophone, pour que les Camerounais d'expression anglophone se calment et tout. Voilà, puisqu'on est dans l'implémentation des résolutions de la crise, on va vous donner une école où on va vous donner des enseignants qui auront, c'est ça. C'est pas dans une logique d'éducation. Alors là, parce que si on a des enseignants comme ça, si on me demande à moi, il y a quelqu'un qui parle français, d'aller expliquer les mathématiques en anglais, vous pensez que mes élèves auront quel genre de notes? Ça veut dire concrètement, Dominique Audrey, pour le commun des Camerounais, qu'on choisit de prendre des gens qui sont inefficaces, qui n'existe pas. Non, admettons que ces personnes n'existent pas. On fait le rattrapage qui n'est pas efficace. Non, supposons qu'on demande, on va prendre 1000 enseignants qui iront dispenser les cours dans les lycées et collèges publics dans la zone anglophone du Cameroun. Déjà, ces 1000 personnes ne sont pas formées. Donc, c'est un peu comme si une maison est en état de décrépitude. On vient badigeonner simplement avec une peinture et on dit d'accord, tout va bien. Mais c'est un problème fondamental. Mais que ce soit quand même émaillé de beaucoup de corruption, madame, messieurs, je choisis en même temps qu'on marque une pause, comme chaque matin, et quand on en parle après, on prendra les avis d'Elisabeth Carroz, pêcher à la main, surtout pour boucler, mais on prendra aussi la peine de vous lire comment comprendre le Cameroun. Comprenez-vous notre pays?